Merci Benoît d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Je te connais depuis 5 ans à peu près. Oui, c'est ce qu'on se disait, oui, ça devait être en 2015 Ouais. qu'on avait dû se rencontrer. Alors, il me semble que c'était des sacs de Chamdam que je faisais. D'accord. Ou alors c'était un voyage sonore, mais je pense plutôt que c'était plus un voyage sonore pour moi. Pour l'un ou l'autre. Ouais. C'était une époque où je faisais les deux. Je faisais des voyages D'accord. sonores. Je travaillais avec les bols tibétains, les bols de cristal. Oui, c'était ça, ouais. Et les tambours, etc. Ouais. Ce que tu proposes me touche par rapport au chant, à l'Inde, tout ce que tu transmets, ton énergie aussi. Et je voulais connaître ton parcours, ton évolution par rapport à qui tu es maintenant. Par où commencer? Par le début. Alors moi je viens de la région de Pornic, en fait je suis né à Nantes. Et très tôt j'ai été à l'école de musique à 6 ans. Donc j'ai suivi un cursus musical de 6 ans à 16-17 ans il me semble, à l'école de musique, en intégrant, au tout début j'ai fait du saxophone pendant 3 ans et ça ne me plaisait pas du tout, moi je voulais faire des percussions. Et après, il y a une classe de percussion qui s'est ouverte, donc je fais des percussions classiques, donc tout ce qui est de l'ordre des timbales, des xylophones, vibraphones, marimba, toutes les percussions classiques en fait d'orchestre, philharmonique. Et puis, quand j'ai été adolescent, vers entre 16 et 18 ans, comme beaucoup de gens, j'étais très attiré par les percus, les tambours, les djembés. Donc je me suis mis au djembé, mais j'avais vraiment cette envie d'apprendre le djembé plus professionnellement, je ne sais pas comment on dit, enfin de me professionnaliser voilà, dans la pratique du djembé. Et j'ai trouvé un prof de djembé qui était sur Bordeaux. Et du coup, en fait, c'était dans une formation pour devenir musicien professionnel. D'accord. Donc moi, depuis tout petit, je chantais, je faisais des percussions, je tapais partout et mon seul désir, c'était d'être musicien professionnel, d'être chanteur. Enfin, j'avais des grandes idées. Et voilà, donc j'ai suivi ce fil, j'ai déroulé ce fil-là pour aller voir ce qui pouvait se passer après. Donc le deal avec mes parents, c'était tu passes ton bac, après tu fais ce que tu veux, comme beaucoup de gens. Donc j'ai eu mon bac, après je suis parti à Bordeaux, j'avais 19 ans, quelque chose comme ça. Et là, j'ai intégré cette école de musique professionnelle. Donc là, c'était plus une école de musique à tendance rock-jazz. Donc c'était loin de ce que... Enfin, pas si loin, mais en même temps, c'était quand même assez éloigné de ce que j'avais vécu à l'école de musique municipale de Pornic. C'était très structuré, très scolaire, en fait. Et puis, là, je découvrais à la fois mon indépendance personnelle, et puis la grande ville, et puis une école de musique qui était beaucoup plus à tendance rock. Il y avait une salle de concert dans l'école, donc au moins une fois par semaine il y avait des concerts avec le bar et tout. C'était totalement l'autre ambiance. C'était complètement différent. Donc c'était une période formidable où on a pu approcher des gens comme M, son batteur, des gens qui venaient donner ce qu'on appelle des masterclass en fait dans l'école. Donc plein de pointures du monde du jazz et du jazz rock. Donc c'était c'est quelque chose qui a duré. Enfin moi je me suis inscrit pour cette formation qui a duré 1 an. À la suite de quoi, en fait, j'ai passé. Il y avait des évaluations de fin d'année, et puis j'ai été retenu comme dans les 5 meilleurs élèves en fait de l'école. Donc, ce qui m'a donné le droit d'avoir une bourse pour une année supplémentaire. D'accord. Et comme là, j'avais vraiment fait cette formation plus dans l'optique d'apprendre les percussions africaines, et puis aussi le monde du spectacle, parce que c'était très large, ça touchait à la fois la mise en scène, l'expression corporelle, l'expression scénique, tout ça. Donc c'était vraiment très, 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 très riche. Et donc la deuxième année, ils m'ont demandé d'apprendre plus le chant. Donc j'ai pris plus une année de cours de chant, plus poussé là-dessus. Donc c'était... voilà, je suis sorti de cette période-là avec un groupe de musique, un quatuor de chansons françaises, parce que en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que depuis... que j'ai 14 ans, en fait, j'ai écrit des chansons, donc j'étais auteur, compositeur et interprète. Okay. Donc j'avais aussi cette facette-là qui était intéressante à exploiter, très poétique en fait, une écriture assez poétique. Et donc on a constitué ce quatuor qui a duré quelques années, puis après on s'est retrouvés en duo, et puis voilà, ça s'appelait Garou Loup Garou à l'époque. Voilà, on a sorti 2 albums avec ce groupe, on a eu la chance de faire
des choses assez intéressantes, hein, comme passer à France Inter, jouer au Francophonie de La Rochelle, tout ça. D'accord, ah oui. C'était une époque assez chouette, on enchaînait beaucoup les concerts, les festivals, tout ça. Ou à l'époque, j'avais un manager, un tourneur, un distributeur, tout le panel qui me suivait. Donc c'était assez chouette parce que je sortais de cette école de musique professionnelle, puis tout s'est mis en place assez rapidement pour pouvoir être musicien professionnel. Donc. Et puis ça a duré jusqu'en 2000. Ça a été très bref en fait, parce qu'en 2006, tout s'est plus ou moins arrêté. Enfin, en tout cas, il y a eu une espèce de clash avec le groupe. Voilà, enfin, il y avait plein de petites choses qui ont fait que ça s'est arrêté. Enfin, le distributeur avec qui on bossait a fait faillite, le label s'est arrêté aussi, donc du coup il y a eu plein de petits couacs. D'accord. Et puis nous, avec le duo, ça allait plus, donc voilà, il y avait eu des choses qui s'étaient passées sur un autre plan qui ont fait que. Et à cette époque-là, du coup, c'était une époque où j'ai eu envie, enfin j'ai eu des propositions pour bosser avec d'autres gens, donc je me suis retrouvé à remplacer un accordéoniste dans un groupe de punk, tu vois, où on est parti en tournée, c'était une chose assez mémorable parce que je crois que c'était une semaine ou 15 jours avant, ils partaient en tournée en Allemagne et en République tchèque, et leur accordéoniste ne venait pas, donc il fallait trouver un accordéoniste au pied levé, et du coup moi j'ai appris les morceaux dans le camion, premier concert à Berlin, quoi. D'accord. La salle était pleine, on faisait la première partie du Maximum Couette, c'était un truc de dingue. Ouais. Et non, oui, c'est vrai que j'ai pas dit ça non plus, c'est que j'ai aussi eu cette casquette de multi-instrumentiste, où j'ai commencé par les percussions, après le chant m'appelait déjà depuis toujours, mais voilà, je me débrouillais comme instinctivement, quoi. Mais par ce duo de musiciens qu'on a créé, du coup je me suis mis à toucher à la guitare, à l'accordéon, à différents instruments, un peu de piano, tout ça. Donc voilà, donc là on arrive en 2007, et là il y a un gros break qui se crée, parce que personnellement, moi j'étais un peu à la rue, j'étais un petit peu perdu à cette époque-là. Donc je reviens vivre chez mes parents, il y a tout qui se pose, je me mets à travailler dans le refuge SPA qui était à côté de chez moi, voilà, histoire d'eux. Et puis on va arriver en 2013, où là je fais la rencontre d'une thérapeute énergéticienne avec les bols tibétains. D'accord. Et alors là, grande révélation, parce que je connaissais tout l'aspect énergétique, j'avais déjà rencontré des énergéticiens, des magnétiseurs, des médiums, tout ça, sans m'y pencher plus que ça. Et puis là, ça touchait la musique, donc c'était vachement important pour moi de pouvoir comprendre que la musique était facteur de bien-être, d'harmonie, d'équilibre, de joie, etc. Et qu'on pouvait permettre aux gens d'accéder à des états de conscience modifiés, plein de choses grâce à la musique. Donc ça a été une grande découverte. En 2013, j'ai rencontré cette personne, Hilda, qui est thérapeute énergéticienne par les bols du côté de Nantes. Et puis en fait, c'était un grand cadeau, une grande grâce, j'ai envie de dire, parce que pendant un an, elle nous a offert, à moi et mon compagnon, des soins énergétiques mensuels. Donc, au bout d'un an, on était passé à la machine à laver, quoi. On était vraiment nettoyé, purifié. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau de la conscience, un éveil de conscience. Alors, il y a plein de choses qui se sont mises en place, ce qui fait que moi j'ai eu envie de me former aussi, d'apprendre toutes ces techniques. Donc j'ai appris, je me suis formé au Reiki, en bioénergie, en géobiologie, en soins énergétiques. Et puis aussi j'ai fait quelques stages qu'on pourrait qualifier de sonothérapie, mais en utilisation de la voix en thérapie. Et puis d'avoir quelques notions d'énergétique. Ce qui fait que je me suis lancé très tôt à proposer des soins, en tout cas ça me parlait, donc je me suis dit tiens, si je peux aider les gens à aller mieux avec la musique, c'est super. Et puis avec tous ces outils que j'avais appris, qui m'ont plus servi en fait de base, d'avoir une connaissance au niveau énergétique en fait, pour pouvoir utiliser la musique dans ce cadre-là. Et puis la grande rencontre, c'est en 2015 avec Sri Tathagata. Donc là, c'était vraiment un appel du cœur, un appel de l'âme, où il y a une amie en fait qui m'avait envoyé un mail avec la venue de Sri Tathagata à Nantes en juillet 2015. Et puis ça a été
ouais, quelque chose que, comme si mon âme attendait ça depuis longtemps, si tu veux. Donc, du coup, c'est un maître indien. Voilà, Sri Tatata, c'est un grand maître, un grand sage indien du Kerala, voilà, qui est toujours vivant, et qui venait en France pendant 7 ans. Il est venu tous les ans, en fait, hein, depuis 2007 jusqu'à 2014. Parce que 2015, finalement, c'est l'année où il devait venir, et finalement, il n'y a que sa délégation qui est venue, et lui, il n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Mais la rencontre a quand même eu lieu. Oui, voilà, énergétiquement. Ouais, il n'était pas là, mais il y avait son énergie, sa présence était là, il y avait quelque chose qui était... puis il y avait un appel intérieur qui était plus fort que tout. Même s'il n'était pas là, il fallait que j'y aille parce que je ne savais pas quoi, mais je l'ai su très vite. C'est que j'ai découvert pour la première fois de ma vie ce qu'on appelle les bhajans. Et je suis sorti de cette première journée où ça terminait par des chants, où j'étais complètement effondré. J'étais en pleurs, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. C'était quelque chose de... J'étais pas triste, j'étais dans une sorte d'extase. Effondrement. Effondrement, c'est aussi un il y a Srila Prabhupada qui énumère 9 états d'extase spirituelle que l'on peut atteindre à travers les bhajans, les chants dévotionnels et les kirtans. Et l'effondrement, c'est un des symptômes que l'on peut avoir, d'être complètement effondré, de pleurer, de ne pas pouvoir s'arrêter. Et là, j'ai senti quand même qu'il s'était passé un truc. Il y avait quelque chose à travers la musique qui était passé. Et alors Sri Tatata transmet des initiations pour élever sa conscience, élever son être, et puis vivre plus en accord avec le Dharma. Donc le Dharma, c'est la juste façon de vivre. Donc c'est de respecter, d'être dans la vertu, d'être dans la bonté, la sagesse, de développer toutes ces qualités-là, en fait, hein, pour vivre plus en paix et en harmonie avec soi-même et avec les autres, en fait. Donc, suite à cette rencontre-là avec les moines de l'ashram indien, j'ai reçu une première initiation qui s'appelle Dharma Snana. Et puis, 6 mois après, j'étais en Inde pour rencontrer Sri Tatata et recevoir la grande initiation qu'il donne, qui est Agni Snana, qui est une initiation qui reconnecte en fait notre être avec une conscience supérieure, enfin, on peut dire avec notre âme, avec Dieu en nous. Enfin, en tout cas, c'est une initiation qui appelle la lumière à venir s'installer dans nos vies et à vivre d'une façon encore plus en accord avec le Dharma, avec la conscience, etc. Et là, cette initiation-là est extrêmement forte. Donc, c'est une initiation qui se passe sur 3 jours. Voilà, donc c'est en Inde, c'était à l'ashram de Sri Tatata dans le Kerala. Et c'est assez rapide et en même temps, c'est extrêmement fort, c'est très, très, très puissant. Et j'en suis revenu assez transformé, enfin complètement transformé, et avec l'envie de partager ces chants dévotionnels, ces bhajans. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer les différences entre bhajan, kirtan et mantra, s'il te plaît? Ouais. Alors, dans la tradition indienne, les maîtres spirituels donnent toujours des mantras à leurs disciples pour justement se purifier, se transformer. Il y a tout un travail de purification qui est fait, car ils considèrent qu'on est avec toute une somme de karma et de samsara. Donc les karmas, c'est tous les résultats des bonnes et des mauvaises actions qu'on a faites dans nos vies antérieures. Et les samsaras, c'est nos mauvaises habitudes de vie. Et donc pour se purifier, pour devenir plus soi, plus lumineux, plus sage, plus en accord avec le Dharma, ils nous transmettent des mantras qui sont des formules sacrées que l'on répète inlassablement, en fait. Voilà, c'est des formules vibratoires. Donc là, on est aussi dans le domaine du son, parce que c'est vraiment les syllabes sonores qui ont un impact vibratoire sur tout notre être, à la fois physique, énergétique, mental, mais à la fois, justement, qui purifie aussi le karma, à la fois pour nous, mais aussi pour la terre, mais plus au niveau aussi des générations. Enfin, ça peut aider à la fois la famille, les générations futures ou passées. Enfin, voilà, il y a tout un travail qui est vraiment très complet. Ouais. Donc les mantras, ça peut être à la fois le mantra Om, c'est un mantra, c'est un des mantras les plus courts. Et il y a plein de ce qu'on appelle des beach mantras qui peuvent être Haim, Rim, Shrim, Klim, Gam, Ham, Sam, enfin il y en a plein.
Ça, c'est ce qu'on appelle des mantras Bij mantras, c'est des mantras germes. Ça invoque une énergie, ça appelle une énergie. Ça lance, en fait. Et après, on a des mantras de salutation comme Om Namah Shivaya, Om Hananumate Namaha, Om Sarasvati Namaha. Enfin, chaque divinité a son mantra d'invocation qui se termine par Namaha, qui signifie je te salue. Et les mantras, en fait, sont très vastes. Ça peut être un simple mot, comme ça peut être un mantra beaucoup plus long, comme ce qu'on peut trouver dans les Védas, les textes védiques, où il y a beaucoup de suktam. Et les suktam, ce sont des grands mantras qui peuvent faire plusieurs pages, en fait, parfois. Et ce sont aussi des mantras. Parce que le mantra, c'est une formule sacrée, donc peu importe la durée, quoi, en fait. Et pour définir le mantra, donc man qui vient du mental et tra de protection. Donc, ce sont des formules qui protègent le mental et qui purifient. Bhajan, alors selon si on parle à un Indien du nord de l'Inde ou du sud de l'Inde, les définitions vont être différentes. Et même dans le sud, en fait, il y a des différences aussi, donc c'est un petit peu compliqué parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes et pas grand monde est assez d'accord en fait sur les définitions. Alors moi, je me réfère à l'Inde du Nord, où dans l'Inde du Nord, on dit que, et encore ça, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pourraient le contredire, mais bon, faut bien poser les choses à un moment donné et faire un choix. Donc on dit que le kirtan, ce sont des formules brèves, simples, faciles à répéter, et que le kirtania ou le kirtanwala, donc celui qui guide le kirtan, lance et que le public répond. Donc il y a une formule comme ça de question-réponse où, par exemple, le kirtanwala chante Om Namah Shivaya et toute l'assemblée répond Om Namah Shivaya. Et là, on commence à instaurer le kirtan. Le bhajan serait plus des chants plus compliqués comme des aratis ou des chalisa. Alors les aratis, c'est des chants qu'on en fait. Arati, ça signifie offrande de feu en fait à une divinité. Et on chante en même temps un chant. Chalisa, c'est un hymne de 40 versets que l'on offre aussi à une divinité. Alors, oui, il y aurait beaucoup de choses à dire. Déjà, différencier le mantra, répétition du mantra, donc ce qu'on appelle japa mantra, c'est la répétition, avec kirtan et bhajan, qui sont des chants dévotionnels. Donc là, on est vraiment dans le domaine du chant et d'offrir son chant au divin. Toutes ces différentes facettes, soit Krishna, Rama, Shiva, les divinités indiennes. Voilà. Alors que les mantras sont aussi, enfin les bhajans et les kirtans sont aussi des mantras en fait, de toute façon, c'est pas séparé. J'en perds mon fil. Donc les bhajans, les bhajans, ce sont en Inde du Nord, ce seraient des chants plus complets, avec plus de textes, qui racontent les histoires des divinités ou qui rendent hommage. Voilà, il peut y avoir des refrains que le public chante, mais c'est plutôt des chants comme l'Hanuman Chalisa, tu sais que je chante régulièrement. 108 fois, c'est ça? Oui, alors on n'est pas obligé de le chanter 108 fois, mais là je l'ai fait 108 fois cet été. Mais c'est un chant qui est assez long et que je chante tout seul en fait. Donc, ou quand les gens le chantent avec moi aussi, c'est possible, mais c'est pas un chant simple à répéter. Comme c'est moins accessible pour nous, Européens. C'est ça. Du coup, tu fais ça en France, tu as instauré ça depuis combien de temps? Eh bien, depuis 2016, en fait, je suis rentré d'Indre et j'ai eu envie de commencer à proposer des cercles de bhajan. Alors, au tout début, il n'y avait personne, donc j'ai mis du temps, je continuais à proposer, puis au mois d'août 2016, il y a 4 personnes qui sont venues, je dis, bon, ça commence, il faut bien un début. Donc, ça a commencé comme ça, avec 4 personnes. D'accord. Et ça, c'était avant que j'entende le mot kirtan. Parce que quand j'ai entendu le mot kirtan la première fois, ça m'a déclenché comme une étincelle. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Ça sonnait quelque chose en moi, ça réveillait quelque chose qui appelait en fait à découvrir, quoi, à aller rechercher. Et là, j'ai découvert tout un monde qui n'est pas très éloigné des bhajans, mais qui est différent dans le sens où le kirtan est un terme qui est beaucoup plus employé en Occident. Il y a beaucoup plus de chanteurs de kirtan occidentaux que de chanteurs de bhajan, en fait. Il y en a aussi, mais disons qu'il y a une forme de communauté de kirtan internationale qui est vachement intéressante à approfondir, avec des artistes de kirtan dans tous les pays, des gens comme Krishnadas, comme Jeutal, comme Janavi Harrison, alors qui appartiennent à différents mouvements spirituels, qui sont
Et on Oui. s'était vu au Mantra Fest, au concert de Genevieve Harrison. Ouais. Et c'était mon premier concert de kirtan en live en fait. Ah d'accord. Ouais. C'était en 2017, donc j'avais jamais eu l'occasion de vivre un kirtan véritablement. Parce que ce que j'avais écouté c'était sur YouTube ou sur Facebook, mais et Genevieve Harrison c'était la première claque entre guillemets de vrai kirtan, et avec une vraie puissance, une vraie présence, une vraie un amour aussi, une vraie vibration qui transporte, qui est c'est très très fort comme expérience ce kirtan. Donc depuis, c'est vrai que moi j'ai pas eu cette comment dire, des gens comme Genevieve Harrison ou Tarana Chaitanya ou Viche Krishna sont des gens qui sont nés dans des familles de Bhakta. Ils sont nés dans des familles indiennes. Pas forcément, non, pas indiennes, mais des familles qui pratiquaient le Bhakti Yoga. En fait, d'accord. Le kirtan était quotidien chez eux. Ils ont grandi avec quoi. Ouais. Donc du coup, ils ont développé ça très tôt, et puis étant musicien aussi, voilà, ils sont. Moi, je suis musicien, mais j'ai pas du tout grandi dans cette culture de Bhakti Yoga. Le kirtan, c'est quelque chose qui est venu sur le tard, parce que j'ai 41 ans, donc voilà, c'est en 2020, c'était il y a 3 ans, donc voilà. Mais c'est pas trop tard, et il n'y a pas de moment en fait. C'était juste que le fait d'aller en Inde, ça a reconnecté quelque chose en moi à travers le pays, la culture. Le fait d'être dans ce pays-là, ça a complètement changé ma vie en fait, parce que ça a reconnecté avec des parts de moi, de vie antérieure, je ne sais pas exactement quoi, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est éveillé, qui a demandé à se développer, à grandir et à être nourri, quoi. Donc c'est magique. Je confirme. D'accord. Et toi, quand tu transmets les kirtans aux personnes que tu accueilles, qu'est-ce que tu ressens ? En fait, moi, j'ai eu l'impression de recevoir ça comme un cadeau. Et en fait, c'est un cadeau que j'ai envie de faire partager. Une vraie quête spirituelle, une vraie recherche, et une vraie pratique quotidienne, en fait. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter aux gens. Et en fait, ça passe par un ressenti. Donc, je cible beaucoup la pratique sur le ressenti, d'aider les gens à ressentir ce qui se passe et vraiment être dans cette optique-là. Parce que c'est plus intéressant, je trouve, que de mentaliser, d'expliquer trop de choses. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que les gens ressentent la vibration et qu'ils sentent éventuellement qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Après, qu'on ne sache pas quoi, ça c'est normal et c'est pas grave, on n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé, juste de ressentir que c'était bon, quoi. Qu'il y avait quelque chose qui nous a nourris quelque part. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez systématique. Maintenant, au début, je ne pouvais pas dire ça parce que voilà, je découvrais, il fallait que je fasse mes marques et mon apprentissage, parce qu'au début, j'ai commencé que dans la région nantaise, en fait. Je n'imaginais pas, comme je le fais maintenant, parcourir la France et aller partout. Tout est parfait, quoi. Oui, tout est bien organisé. C'était tout un cheminement, finalement. Et c'est vrai que la musique reste le fil conducteur de ma vie. Et même si j'ai commencé par de la musique qui n'était pas du tout axée vers le divin, vers le sacré, parce que c'est la musique sacrée, c'était plutôt de la musique festive, artistique, poétique, c'était un autre genre, quoi. C'était pas la même recherche du tout. Et en fait, la vie m'a fait rencontrer d'autres personnes qui m'ont amené vers l'utilisation de la musique pour servir, et puis dans un contexte de vibration sacrée, d'être conscient en fait que la musique a aussi sa part de magie et d'aide, une grande aide en fait sur le chemin, quoi, pour permettre à l'humanité de grandir en conscience. Ouais. D'accord. Et voilà. Ok. Merci Benoît. Avec plaisir. Durga, 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 Durga,
Namo